Dans cette vidéo, on va voir la correction du premier exercice. Donc, on va commenter tout ça en même temps pour essayer de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est la classe personnage. Alors, la classe personnage est une sorte de modèle de classe qui possède à l'intérieur un nom de personnage, une vie pour le personnage que j'ai initialisé à 100. Donc, c'est pour ça que vous remarquez, donc je vais remonter tout au long d'un jeu par exemple, vous remarquez qu'ils ont tous les deux 100 points au début, c'est parce que ils ont tous les deux, les deux classes héros et ennemis héritent de la classe personnage, et donc ils ont forcément la variable vie personnage qui leur est propre, et ils ont cette vie qui est initialisée à 100. Si j'avais initialisé cette vie à 50, le jeu serait plus court, normalement. Donc je sauvegarde. La fonction personnage, qui est donc le constructeur de notre classe, on va donc le marquer. Constructeur de la classe. Ici, on va dire que il s'agit du nom du personnage. Et ici, il s'agit de la vie du personnage. Ici, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On affecte au constructeur nom personnage est égal à nom, nom étant ce que l'on a passé en paramètre lorsque l'on appellera la classe personnage. Donc quand on va appeler la classe personnage, quand on va l'instancier, eh bien on pourra via nom.personnage accéder au nom qui a été envoyé en paramètre du constructeur. Et ça nous permet en plus d'accéder à nom personnage dans chaque classe qui hérite de cette classe. C'est-à-dire que maintenant, en faisant ça, je peux accéder à nom personnage depuis la classe héros et depuis la classe ennemie. Et nom personnage devient une variable propre à la classe héros et propre à la classe ennemie. Donc, voici la première classe. Ensuite, la classe héros. Alors, je dois préciser que la classe ennemie est une sorte de miroir de la classe héros. Hein. Donc, si vous avez compris la classe héros, pas de souci pour comprendre la classe ennemie. Donc, la classe héros, au début, on déclare une variable chance dont on se servira plus tard. Donc, je vais juste, au passage, commenter ici. Je vais dire que on affecte on affecte à nom personnage la valeur passée en param, je vais juste mettre param pour la longueur, en paramètre du construct. Je vais juste mettre comme ceci, histoire que ce soit pas trop long et qu'on n'ait pas trop de scroll bar énorme. Donc ici la classe héros qui étant de personnage, c'est-à-dire qu'elle possédera donc les fonctions et les variables de personnage dans ce cas-là. Donc bien sûr, la classe héros possède les variables qui ne sont pas à l'intérieur de fonctions, c'est-à-dire toutes les variables de la classe personnage qui sont en dehors d'une fonction. Donc là par exemple, on ne peut pas accéder à nom, puisque nom reste dans la fonction personnage, c'est-à-dire dans le constructeur dans ce cas-là. Nom personnage est à l'extérieur de toute fonction, donc est accessible depuis toute la classe personnage et depuis toutes les autres classes qui étendent donc cette classe. Et en l'occurrence, la variable nom.personnage, à chaque fois qu'on instanciera héros, eh bien la variable nom.personnage sera dans ce cas-là propre à la variable héros si l'on instancie sera propre à l'instanciation de la classe héros. Donc la variable chance, je vous ai dit, on s'en servira plus tard. Pour l'instant, on va juste regarder la fonction constructeur de notre classe, héros, qui donc demande dans un premier temps à faire exactement ce que fait le constructeur de la classe vers laquelle elle étend, c'est-à-dire, en l'occurrence, nom est égal à nom, c'est-à-dire on affecte le nom que l'on passe en paramètre du constructeur de héros à la variable nom personnage qui se trouve être une variable accessible maintenant depuis classe héros, mais que nom personnage vaut ce que l'on aura passé lors de l'instanciation de la classe héros en paramètre donc du constructeur.
Donc quand je fais debug log, je suis un héros plus nom personnage est donc la variable propre ici à la classe héros, donc qui provient forcément de cette classe personnage, et donc on peut y accéder, et elle sera donc, elle aura donc pour contenu le nom qui sera passé en paramètre de notre constructeur. La fonction attaquer, dans un premier temps, sort en console, donc nom du personnage plus attaque, c'est-à-dire, là en l'occurrence, ça sera link espace attaque, comme vous pouvez le voir. Donc je suis un héros plus nom de personnage, c'est ce qu'on voit tout au début du jeu. Voilà, je suis un héros de point link, je suis un méchant de point Armos. Donc ensuite, je vous avais dit qu'on avait déclaré une variable chance, voilà, on l'a déclaré ici pour qu'elle soit bien visible. Donc je vais le marquer en paramètre. Donc variable qui va déterminer la chance du personnage. Donc ici dans la fonction attaquer, on se sert donc de la chance. Ah, je vais juste aussi préciser ici. On reprend le constructeur de la classe personnage. Classe étendue. C'est-à-dire extend personnage, c'est la classe étendue vers laquelle on étend. Bon, je vais laisser comme ça, ce sera plus clair. Donc, à ce stade-là, donc au niveau de chance, vous voyez tout simplement que je déclare qu'il a une chance sur 5, c'est-à-dire donc un nombre aléatoire entre 1 et 5. Je rappelle que la dernière valeur ici n'est pas comprise dans le calcul. Chance est un nombre entre 1 et 5. Donc pour tester s'il a une chance sur 5, on peut tout simplement tester si chance est égal à une des 5 valeurs. Donc là par exemple, si chance vaut 1, on retourne vrai, c'est-à-dire que la fonction attaquer, si chance vaut 1, eh bien elle vaudra vrai, si on l'utilise comme une valeur, cette fonction, et elle retournera faux si chance vaut un autre nombre, c'est-à-dire 2, 3, 4 ou 5. La classe ennemie, c'est exactement la même chose. Donc on ne va pas revenir dessus, c'est juste que j'ai changé, par exemple, vous voyez les noms ici, le nom du constructeur devient le même que celui de la classe, exactement pareil que tout à l'heure. J'ai mis... en fait, globalement, c'est la même chose. Donc, par rapport à ces deux classes, si j'avais voulu, par exemple, rajouter d'autres fonctions, par exemple une fonction boule de feu pour le héros, et une fonction, je sais pas... souffle de la mort pour l'ennemi, et ben, vous voyez comment on pourrait étendre donc ces classes de manière à... alors quand je dis étendre, c'est pas dans le sens de l'héritage, hein, bien sûr, c'est étendre au sens premier du terme, c'est-à-dire on aurait pu donc rajouter des fonctions à chacune de ces classes pour pouvoir améliorer nos deux objets, donc pour pouvoir faire évoluer le jeu par exemple, la simulation. Donc maintenant qu'on a bien compris ce que font les classes, je vais juste laisser une des classes ouverte puisque en quelque sorte les deux classes sont la même chose pour l'instant. Donc dans la fonction start, c'est là que le jeu va se dérouler. Donc là, c'est là que j'ai fait le déroulement du jeu. Donc vous remarquez dans un premier temps que j'instancie mes deux classes. Donc je vais le mettre en commentaire. Instantiation des deux classes, c'est-à-dire héros et ennemi. Quand on instancie et qu'on dit que héros en parenthèse, une chaîne de caractères, parenthèse, point virgule, ici, donc on appelle le constructeur et on dit que dans ce constructeur, le paramètre qui a été donc défini dans la classe à cet endroit-là, héros, possède un nom, donc c'est le paramètre que l'on veut renseigner ici.
eh bien, c'est celui qu'on retrouve à cet endroit-là ou encore à cet endroit-là, ici pour la classe ennemie. Donc, j'ai une boucle while qui descend jusque là. Et cette boucle while va faire tourner le jeu tant que la vie du personnage, donc du héros, ou la vie du personnage de l'ennemi est supérieure à 0. Donc là j'ai marqué un et, c'est-à-dire qu'il faut que le jeu tournera tant que les deux vies du personnage, de nos héros ou ennemis, sont supérieures à 0. S'il y a une des vies qui est inférieure ou égale à 0, eh bien on sortira de la boucle, c'est-à-dire qu'on se retrouvera là. Donc ici on peut tout simplement dire tester la vie des personnages. Donc dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on affiche l'état des vies des personnages. Donc je marque tout simplement état des vies, héros.nom des personnages, plus héros.vie des personnages. Alors, je rappelle que nom de personnages sont les variables qui ont été définies dans la classe personnage et qui sont aussi utilisées dans la classe héros et dans la classe ennemi, puisque je le rappelle, encore une fois, ça fait pas de mal, la classe héros et la classe ennemi étendent personnages. Donc on peut accéder aux membres. Alors, ça c'est un terme de vocabulaire que je n'ai pas dû encore employer. C'est membre. Donc un membre d'une classe, tout simplement soit une variable, soit une fonction, soit une méthode. Donc parlons de méthode. En fait, c'est le fait de lire fonction qui m'embrouille un peu. On est censé parler de méthode de classe, de variable de classe, et un membre, c'est soit une variable de classe, soit une méthode, donc d'une classe. Donc là, forcément, je dis l'état des vies. D'abord, j'affiche le nom de mon héros. Je rappelle que c'est Link. Ensuite, je mets 2 points, je mets un espace. Je concatène ici héros, vie du personnage. Donc la vie courante à chaque fois de mes deux personnages. Donc là, ici, je peux mettre afficher les vies des personnages. Donc, ensuite, ici, dans un premier temps, Link attaque. Dans ce cas-là. Donc, je peux même plutôt mettre héros parce que c'est comme ça qu'on l'a instancié. C'est héros. Héros qui porte pour nom Link, hein, je le rappelle. Donc, héros attaque en premier. Donc, on peut même le mettre. Hein. Je le mets en grand parce que c'est une partie importante de la fonction start. Hein. Mais c'est là que ça commence le jeu. Donc vous remarquez que attaque Link est égal à héros.attaquer. Alors attaque Link aurait pu être de type booléenne, c'est-à-dire soit vrai soit faux, puisque héros.attaquer, je vous le rappelle, est une fonction qui retourne soit vrai, soit faux. C'est-à-dire que si ici la fonction attaquer nous retourne vrai, c'est-à-dire que la chance est vérifiée, eh bien, à cet endroit-là, la variable attaqueLink serait égale à vrai pour attaqueLink. Donc, si attaqueLink est vrai, donc ce que je vais marquer là, c'est l'équivalent de marquer ça, eh bien, dans ce cas-là, la vie du personnage de l'ennemi est diminuée de 10. Donc, moins égale 10. Donc là, ici, on décrémente de 10 la vie du personnage de l'ennemi. Ensuite, on sort dans la console, dans ce cas-là, le nom du personnage du héros, plus fait perdre moins 10 à donc l'ennemi. Donc, dans le cas contraire, c'est-à-dire que l'attaque, par exemple, de Link, dans ce cas-là, n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'on nous a retourné false, c'est-à-dire que la chance n'a pas été vérifiée. Donc le nombre aléatoire ici n'est pas tombé sur 1, si vous voulez qu'on soit plus précis. Et bien dans ce cas-là, on sort en console que Link a échoué en quelque sorte, c'est-à-dire le nom du personnage plus échoue. Donc je vais commenter ici.
attaque link vaut vrai si il a eu la chance ou faux dans le cas contraire. Alors je vais agrandir un peu ma fenêtre, voilà, comme ceci. Alors c'est pas avec un majuscule, voilà. Donc ici on teste si attaque link a été vrai ou faux, et dans ce cas là on effectue quelque chose. Donc là on pourrait même mettre en commentaire link gagne, ou plutôt héros gagne, ce sera plus concret. Et ici on est dans le cas où le héros a perdu. Héros perd. Donc ensuite c'est au tour de l'ennemi d'attaquer. Donc vous le remarquez, donc c'est exactement le même cas que pour notre héros. Ici je pourrais même copier-coller cette ligne pour cette ligne de commentaire, venir la positionner là et dire que bon là c'est plus attaque link, c'est attaque Armos. Notez que là j'ai mis les noms pour que ce soit plus propre. Normalement on aurait dû mettre attaque ennemi et attaque link, et attaque link on aurait dû mettre attaque héros pour que ce soit plus générique. Bon, là j'ai utilisé, ça restera dans cet exemple. Donc attaque Armos vaut vrai s'il a eu la chance, ou faux dans le cas contraire. Donc ici on se trouve dans le même cas de figure que tout à l'heure. Si c'est vrai, ennemi gagne. Si c'est faux, ennemi perd, tout simplement. Ensuite, là, je vous le rappelle, on est à la fin de la boucle, c'est-à-dire que la vie des personnes, il y a une des vies des personnages qui est descendue en dessous de 0 ou qui est égale à 0. Donc là, on peut l'écrire. Fin de la boucle. C'est aussi important. Donc à la fin de la boucle, on écrit fin de partie. Et ici, on teste quel personnage a gagné. Test de la victoire. Et le test de la victoire, c'est tout simplement de savoir, forcément à la fin il y en aura un qui aura encore de la vie, et l'autre qui n'aura plus de vie, normalement. Et donc si la vie du personnage, du héros, est supérieure à la vie de l'ennemi, et bien dans ce cas-là, tout simplement, ce qu'on dit, c'est debug.log le nom de celui qui a gagné ou le nom de celui qui a perdu. Alors ce que l'on va faire pour être encore plus précis, c'est un cas que j'ai oublié, vous voyez, des fois on oublie des choses, mais en y revenant un peu par la suite, on peut tout simplement le rajouter. Donc là je vais rajouter un else if, et je vais tester si la vie des personnages est égale. Et bien dans ce cas-là, on met match nul. On va le mettre en minuscule. Pourquoi j'ai rajouté ce cas? Parce qu'effectivement, il peut arriver que quand on descend dans la boucle, ici par exemple, admettons que les deux personnages soient à 10, par le pur fruit du hasard. Admettons que Link ici gagne, il fait perdre moins 10 à Armos. On descend, Armos attaque, il fait perdre moins 10 à Link, les deux se retrouvent à 0. Donc forcément on ne peut pas déterminer de vainqueur, mais on sortira de la boucle quoi qu'il arrive, parce que les deux seront égales à 0 là dans ce cas-là. Donc forcément que la condition est vérifiée, puisqu'il y en a au moins un des deux qui est inférieur ou égal à 0. Et ensuite ici, donc c'est là, on teste si les deux personnages sont au même niveau, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux 0 de points de vie. Et bien dans ce cas-là, c'est match nul. Donc on peut tester, sauvegarder. Avec un peu de patience, on peut peut-être tester plusieurs fois. Donc là, il faudrait vraiment avoir de la chance.
que ça tombe sur le match nul. Donc vous voyez que c'est pas évident, mais bon, en tout cas on sait que ce cas existe, et donc c'est soit le programmeur a de la patience, et dans ce cas-là il teste plein de fois, soit bon, on peut trouver une solution de faire exprès de faire un match nul. Par exemple, le cas serait le suivant, c'est-à-dire aller directement dans la classe personnage et mettre 0, parce que 0 c'est deux valeurs qui vérifient la fin de la boucle, c'est-à-dire que là les valeurs seront égales à 0, donc forcément cette condition ne sera pas vérifiée, donc on sera à la fin de la boucle, et comme les valeurs seront égales, normalement c'est censé marquer match nul. Et voilà, c'est ce que ça fait. Donc, nous avons passé un certain nombre de temps ici, dans cette section. C'est important d'avoir compris l'essentiel de toutes les choses que je vous ai présentées. C'est surtout essentiel de pouvoir le refaire tout seul, selon moi, et de pouvoir l'améliorer. Là, j'ai décidé de ne pas l'améliorer pour éviter de rajouter du temps de vidéo, parce que je sais que c'est pas forcément très agréable de regarder quelqu'un parler devant son écran. Donc, essayez en guise d'enjeu personnel de rajouter par exemple une fonction boule de feu à héros, qui par exemple devrait avoir une chance sur 20 d'enlever par exemple 20 points au personnage ennemi. Faites pareil pour l'ennemi, par exemple, décidez de lui donner une attaque spéciale, par exemple, je sais pas, souffle de la mort, je crois que j'avais dit quelque chose comme ça, et le même ratio de chance, par exemple, ou alors un peu moins de chance, un peu moins de chance d'avoir cette attaque et plus de dégâts, ou des choses comme ceci. Donc entraînez-vous, à mon avis c'est un bon exercice, c'est toujours marrant de faire ce genre de choses. Bon, même si là vous n'avez pas d'interaction avec le jeu directement, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors en général, pour la petite anecdote, quand on commence un langage de programmation comme le C++ par exemple ou le C, on a très vite accès dans les cours à de l'interaction en console, c'est-à-dire vous pouvez taper directement dans la console des opérations, mais vous restez longtemps justement dans la console. Alors qu'en Unity, l'apprentissage, les méthodes d'apprentissage sont un peu différentes. En général, on utilise la console quand on commence à programmer et à apprendre les bases de la programmation. Et ensuite, quand on passe à de l'interactif, c'est de la vraie interaction entre le joueur et le jeu, c'est-à-dire de la 3D directement, généralement, des appuis sur les touches des claviers, déplacer des personnages, ce genre de choses. Tout ça, ça va faire l'objet de la suite de ce cours. Donc j'espère que vous avez bien compris cet exemple. Dans le cas, si c'est le cas, eh bien, je vous invite à poursuivre dans cette formation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à soit me poser des commentaires pour si vous avez des questions, ou alors à revoir les cours précédents qui présentent exactement tout ce dont on a besoin pour arriver à comprendre cet exemple. Donc je vous dis à tout de suite dans la suite du cours.